Antoine, si vous le voulez bien. Première question à propos de BNP Paribas, qui, parmi d'autres, a placé 17 objectifs de développement durable au cœur de son projet d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu concrètement ce que ça a changé, notamment dans le business model de la société, pour intégrer cette grille de lecture un peu inédite quand même? Oui, alors d'abord bonjour. Bonjour. Et puis peut-être comprendre pourquoi on fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, les inquiétudes des gens sur le climat, les territoires et aussi les inégalités individuelles sont aujourd'hui des inquiétudes qui sont devenues centrales. C'est-à-dire que ces sujets qui étaient portés il y a quelques années par quelques scientifiques et quelques activistes sont aujourd'hui toujours portés par des scientifiques de plus en plus nombreux, des sociologues aussi et des activistes, mais sont aussi portés par la majorité de la population qui a compris ces sujets. Ça se traduit de façon différente selon les pays, mais je crois que c'est quelque chose qui est mondial. Et nous, BNP Paribas, on est présent dans 73 pays. On est à la fois une grande banque des particuliers, mais aussi des entreprises. Et je crois que le jour où la situation est celle-là, il faut vraiment se poser des questions très très fondamentales. Et c'est ce qu'on a fait. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a quand même beaucoup de choses. C'est un vrai processus de transformation qu'il faut engager. Donc, nous, on est des banquiers, on est des gens assez... on a besoin de repères, on n'est pas toujours très imaginatif. Et donc, on s'est dit qu'en 2015, l'ONU avait édicté 17 objectifs de développement durable qui commencent de plus en plus à être suivis par les États, par les entreprises aussi. Et on s'est dit qu'on allait les mettre dans notre projet d'entreprise. Donc on allait créer des objectifs, à côté de nos objectifs financiers, des objectifs non financiers dérivés de ces 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Alors d'abord, il a fallu qu'on crée une méthodologie pour voir ce qui rentrait vraiment dans ces objectifs. Donc on a travaillé avec une agence qui s'appelle Vigeo Eiris, qui nous a aidé à définir une méthodologie qui nous permet de dire ça va dans le sens des 17 objectifs de développement durable et ça n'y va pas. Alors ensuite, précisément, on s'est donné des objectifs qui en dérivent. Par exemple, vous avez l'objectif numéro 1 de développement durable, c'est zéro pauvreté. Donc, du coup, ça nous a conduit à renforcer énormément notre présence aux côtés de l'économie sociale et solidaire et de nous donner des objectifs précis de financement. Donc, ça fait partie des objectifs selon lesquels on se juge. Vous avez l'objectif numéro 7 qui est énergie propre. Et donc, on s'est fixé comme objectif de déplacer notre business model pour avoir moins de financement d'énergie fossile, d'aller plus vite que la musique du monde sur ce plan-là et d'accélérer encore plus le financement des énergies renouvelables. Et puis, bon, voilà, je ne vais pas citer tous les objectifs, mais vous avez compris qu'on en dérive un certain nombre. On y voit, merci, déjà un peu plus clair. Justement, vous évoquez l'ONU. La BNP Paribas est devenue un des principaux partenaires de l'organisation internationale et notamment de certaines de ses agences. Je pense à l'Agence de l'environnement, l'Agence des femmes, à l'UNESCO bien évidemment. Est-ce que là aussi vous pouvez nous raconter un peu comment BNP Paribas travaille avec ces agences et notamment avec ses partenaires, puisque ce sont des agences qui ne travaillent pas toutes seules, s'il vous plaît? Alors, je crois ça c'est l'objectif de développement durable numéro 17. On est rentré dans l'ère des coalitions. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que le monde est tellement compliqué que personne ne peut résoudre les problèmes tout seul. Et aussi, on est en train de se rendre compte que pendant des années, tout le monde, nous les premiers, on a fait ce qu'on pensait qu'on avait à faire sans se soucier de ce qu'il y avait autour de nous et sans, au fond, avoir le bien commun en tête. Mais ça doit changer parce que de toute façon, aucune entreprise, aucune collectivité, personne ne pourra gagner dans un monde qui perd. Et donc, il faut qu'on change notre façon de faire. Et dans les gens qui ont compris ça, il y a des organisations internationales. Et c'est vrai que si vous prenez par exemple l'ONU, l'ONU Environnement, l'ONU Femmes, un certain nombre de ces agences, ils se rendent compte de plus en plus souvent qu'il faut qu'ils arrivent à changer de grands systèmes. Et donc, ils essayent de mettre autour de la table tous les gens qui peuvent y contribuer et chacun va jouer sa partie. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez, on ne s'en rend pas compte à quel point c'est le cas ici, mais vous avez des pays
où la terre a été complètement ruinée. C'est-à-dire que l'usage de fertilisants chimiques et aussi bien sûr de pesticides et la déforestation, tout ça a été fait de manière tellement anarchique qu'on a ruiné la terre. Et par exemple, vous avez un État indien qui s'appelle l'Andhra Pradesh où la terre ne donne plus rien. Donc comme la terre ne donne plus rien, les agriculteurs se suicident et si je puis dire, ils se suicident de façon vraiment très massive. Donc c'est une situation très grave. Or, l'État de l'Andhra Pradesh donne aujourd'hui 1 milliard de dollars par an à ces agriculteurs pour qu'ils achètent des pesticides et des fertilisants chimiques. Donc vous voyez bien qu'il y a un moment, on marche sur la tête. Donc le sujet qui est posé aujourd'hui, c'est comment, en mettant autour de la table des ONG, des scientifiques, des entreprises et des banques, on arrive à créer un système dans lequel, à la fin, les agriculteurs vont en utilisant vraiment toutes les ressources de la science, à la fois des savoir-faire ancestraux, mais aussi la surveillance des cultures par drone, une analyse extrêmement poussée de la terre, vont arriver à inverser le cours des choses. Et là, à un moment, il va falloir des sous. Et il ne va pas seulement falloir les sous des banquiers, il va falloir les sous de gens qui sont beaucoup plus riches que les banquiers, c'est-à-dire les retraités. Car le monde entier, la vérité, c'est que le plus gros argent du monde aujourd'hui, c'est si vous prenez les 300 plus grosses institutions de retraite du monde, elles possèdent 18 trillions de dollars. Donc les trillions, moi, j'en ai jamais rencontré, mais c'est énorme. Et donc, il y a un enjeu considérable qui consiste à rendre de grands projets transformants finançables par cet argent qui, aujourd'hui, va financer des choses assez plan-plan parce que les retraités ne veulent pas perdre l'argent de leur retraite, et c'est normal, mais comment on va arriver à faire ce qu'on appelle le dérisking, à enlever le risque sur les projets dont on a besoin pour transformer la planète. Donc ça, c'est vraiment de la recherche fondamentale financière. On essaye de la faire, et on la fait effectivement en coalition avec des gens comme l'ONU, avec des ONG. Et donc là, il y a vraiment un travail où chacun essaye de faire son boulot pour le bien commun et qui peut transformer la planète. Alors, comme l'année prochaine, il y aura un sommet consacré ici à l'Afrique, je pourrais vous parler aussi de ce qu'on fait avec les femmes du Sénégal notamment, mais je pense que voilà, il faut aussi que laisser mais écoutez, voilà. Ma curiosité, trop tard, là, vous m'avez touché. Je peux vous le dire. Racontez-nous un petit peu, illustrez-nous, et ça fera d'ailleurs... Donc là, vous avez un exemple, là aussi, on touche de très près ce qui se passe. Donc on est au nord du Sénégal, à la frontière mauritanienne. On est pratiquement dans l'endroit du monde qui a été le plus touché par le réchauffement climatique. En 30 ans, les pluies ont diminué de 30%. Donc, un très grand nombre de cultures qui pouvaient être faites de façon ancestrale à cet endroit ne peuvent plus être faites aujourd'hui. Et donc, que s'est-il passé ? Les hommes ont abandonné les cultures. Ils sont partis d'abord à Dakar, où ils ont essayé de trouver du boulot. Ils n'en ont pas trouvé. Et comme ils n'en ont pas trouvé, ils sont devenus des migrants. Mais les femmes, elles, on dit, nous, on ne veut pas de cet exode, on veut que nos villages continuent à vivre. Aujourd'hui, elles ont accès... elles ont des téléphones portables, elles ont accès à l'Internet, elles sont francophones, donc elles ont accès à pas mal de savoirs, et elles ont commencé de façon autodidacte, puis après avec l'aide de quelques ONG, elles ont commencé à acquérir un vrai savoir sur les cultures résilientes, et donc sur les espèces de riz, sur tout ce qu'on peut faire de manière résiliente dans des endroits durement touchés par le réchauffement climatique. Et donc ça a marché. Elles ont créé des petites usines, elles ont restauré des cultures et elles ont fait une économie géniale dirigée par les femmes. Le problème, c'est que les hommes en ont entendu parler. Et donc, à un moment, ils sont revenus. Et ils sont allés voir les chefs de village en disant « Ouais, bon, vous avez fait le truc, mais si les femmes y arrivent, on va y arriver aussi. » Et donc, les droits sur les terres, on les veut maintenant pour nous. Et donc, du coup, on travaille aujourd'hui avec l'ONU Femmes sur un programme qui est destiné à la fois à les aider à négocier avec les chefs de village
pour qu'elles continuent, que leur aventure industrielle puisse se poursuivre. On les aide à structurer évidemment leur projet parce qu'il est industriellement structuré, mais ce n'est pas quand même des championnes du contrôle de gestion ni de la comptabilité. Donc on veut aussi qu'elles puissent dialoguer avec des institutions financières parce qu'à un moment le pouvoir c'est aussi le pouvoir de dialoguer avec un banquier. Et puis on les aide aussi à les mettre en relation avec nos clients qui sont dans le négoce des matières premières agricoles parce que évidemment à la frontière mauritanienne il en passe quand même pas beaucoup de façon spontanée. Voilà. D'accord. Alors si je synthétise, en gros il faut faire rencontrer les porteuses de projets sénégalaises avec des banquiers à la retraite. Voilà. Ouais, des retraités. Non, mais des retraités. Visiblement, les banquiers seront les mieux placés. Voilà. Hein, arrêtez-moi si je me trompe. Ah, ça, ce serait. S'il pouvait y avoir un circuit court entre les agricultrices sénégalaises et les retraités californiens, qui sont les plus riches, puisqu'ils ont comme fonds de pension le plus gros fonds de pension du monde, qui s'appelle CalPERS, et qui d'ailleurs est bien embêté aujourd'hui, parce que il y a quelques années, CalPERS, il envoyait à ses retraités, il leur envoyait juste une fiche en leur disant regardez, on investit là, on fait ci, on fait ça. Mais les instituteurs californiens, c'est des gens assez sophistiqués. Donc quand ils reçoivent leur relevé d'investissement et qu'ils voient que leur argent sert à financer des énergies fossiles, du tabac, etc., ça passe de moins en moins. Donc ils sont quand même à la recherche de solutions d'investissement différentes. D'accord. Monsieur Cyr, peut-être une dernière question. Vous avez dans la salle beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui sont nombreux, notamment dans le village des exposants qu'on a évoqué tout à l'heure. BNP Paribas, d'après ce que j'ai pu en savoir, accompagne près d'un nouvel entrepreneur social sur 4. Est-ce que vous pouvez nous raconter finalement la manière là aussi dont vous accompagnez ce nouveau type de client aujourd'hui dans la boîte? C'est à la fois le résultat de notre histoire. Par exemple, depuis des années, on travaille avec des acteurs de l'économie sociale, comme par exemple l'ADI, dont on est un partenaire depuis 30 ans. Et puis à un moment, on a décidé d'accélérer parce que ça nous paraissait aller dans le sens des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais quand on veut faire ces choses-là dans une grande entreprise, il faut se structurer, il faut former, il faut créer des process, il faut modifier la façon dont la direction des risques pense ces sujets. Ça demande, en termes de transformation, c'est une vraie transformation industrielle. Et ce qui a été fait notamment, ça a été de créer un corps de spécialistes d'une démarche destinée aux entrepreneurs sociaux qui s'appelle Act for Impact. Ingrid, qui est la représentante l'une des représentantes de Act for Impact, est au premier rang ici. Et donc, vous avez cette démarche qui a été créée. Et donc, à travers la France, on a 100 spécialistes, on en a dans d'autres pays aussi, mais on a 100 spécialistes de l'économie sociale et solidaire qui savent exactement comment ce type d'entreprise fonctionne, quel est son modèle économique et qui comprennent comment ça marche. Et on en a 100 et on en a 20 en région Nouvelle-Aquitaine. Donc 20% de nos spécialistes de l'économie sociale et solidaire sont dans cette région où on fait d'ailleurs des trucs très sympas. Par exemple, on travaille avec Carnot Computing, qui est une start-up que l'on soutient, qui n'est pas de Nouvelle-Aquitaine, mais dont vous allez voir que son empreinte s'exerce dans cette région, puisqu'ils essayent d'utiliser l'empreinte écologique des ordinateurs, qui est forte, c'est un des risques aujourd'hui importants. Ils essayent de l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, évidemment, les ordinateurs, ça émet du CO2, mais ça a un avantage, c'est que ça chauffe. Et donc, ça émet du CO2. L'énergie nécessaire, la production de l'énergie nécessaire pour les ordinateurs émet du CO2. Mais ça chauffe. Et ça chauffe tellement, d'ailleurs, qu'on dépense aussi de l'énergie pour les refroidir. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que grâce à Carnot Computing, les calculs informatiques de certaines de nos activités, notamment les calculs réglementaires très lourds qui nous sont imposés depuis quelques années pour s'assurer qu'on respecte à tout moment toutes les régulations qui sont faites pour éviter les spéculations anarchiques qui ont débouché sur la crise financière il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on doit faire des calculs extrêmement lourds pour nous assurer qu'on est dans les clous et pour faire le reporting aux autorités nécessaires pour
leur garantir qu'on est dans les clous. Et ces calculs, aujourd'hui, ils sont faits par l'intermédiaire d'ordinateurs qui sont en fait des radiateurs qui se trouvent dans un immeuble HLM de Bordeaux de 4800 mètres carrés et qui permet de chauffer gratuitement les habitants de ce HLM grâce à nos calculs informatiques. Donc voilà, on essaye d'être un peu innovant. Merci, et merci pour cette illustration très claire. Vous nous avez bien embarqué en effet dans ce nouveau logiciel en quelque sorte qu'a, je dirais, adopté la banque BNP Paribas. Merci beaucoup. Merci.